votre édition des locales. Nous prendrons aujourd'hui de la hauteur pour découvrir les cabanes de Nid-Perché, une entreprise qui monte grâce à ses logements insolites dans les arbres. Nous irons dans le Grand Est où les enfants changent eux aussi de perspective en se mettant à la place de leurs camarades souffrant d'un handicap. Mais d'abord, direction Salindre près d'Alès dans le Gard où la dernière station-service de la commune va fermer. Une pétition a été lancée pour mettre en place des pompes automatisées de service public. À partir de juillet, il faudra faire le plein ailleurs car la petite station-service de Salindre sera fermée. Le couple de gérants prend sa retraite et la plus proche pompe à essence sera désormais à une dizaine de kilomètres à Alès ou Saint-Ambrois. C'est quand même un secteur où on a beaucoup de personnes âgées. Donc c'est vrai que faire 2 km ou 800 mètres pour remplir son bidon d'essence pour jardiner, c'est rien. Mais faire 15 km, il y a beaucoup de gens à qui ça va poser de problème. C'est pas juste on met la carte et on fait son plein, on papote, on prend des nouvelles du village, et puis voilà, c'est toujours sympa. Pour mobiliser population, commerçants et élus, Bernard Gravza a décidé d'organiser une pétition afin de récolter des subventions publiques qui permettraient peut-être de mettre en place 2 pompes automatisées. L'avenir joue sur le nombre de gens qui viendront signer les pétitions et puis après nous on pourra faire quelque chose derrière. Plus ce sera nombreux, mieux ce sera. 62 ans de commerce de proximité vont prendre fin. Les parents de Robert Bourré ont ouvert ce magasin de cycles et la station-service en 1955. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. C'est vraiment des vieux vélos et c'était au marché de Salindre. Florence et Robert ont pris les rênes de l'affaire familiale en 1981 et ont diversifié leurs activités. Le garage attenant et la distribution de fioul seront désormais assurés par leur fils et un confrère, mais pas de repreneur pour la station-service et le magasin de cycles. Ça embête beaucoup la population, mais bon, on a fait notre temps, il faut passer à autre chose et voilà quoi. Cette station-service était la dernière à Salindre. En une trentaine d'années, c'est la 4e à disparaître. C'est un secteur en pleine expansion, celui des logements insolites. Illustration avec le leader national de la construction de cabanes perchées installées en Dordogne. L'entreprise emploie 55 salariés et compte doubler d'ici peu son chiffre d'affaires. La réplique tout en bois du château de Jumiac-le-Grand, posé sur un étang. Équipement haut de gamme, c'est la nouveauté 2017 signée du propriétaire Rémi Becherel. Des réalisations de plus en plus prisées par les vacanciers, mais les vedettes incontestées, ce sont elles, les cabanes perchées dans la forêt. Vous vivez au sommet des arbres. Quand vous regardez la vue par la porte, vous êtes dans la canopée. C'est incroyable, je n'ai jamais été dans un endroit aussi calme. Le spa est fantastique. Évidemment, pour un couple, vous pouvez y passer des instants romantiques. Et les enfants aussi, ils adorent s'amuser dans le spa. Le succès de ces cabanes a été porté à bout de bras par Rémi Becherel, compagnon charpentier. Il dirige l'entreprise familiale depuis 12 ans, 55 salariés, des clients en Suisse, Italie, Espagne ou Angleterre. Aujourd'hui, le développement de la société se poursuit. 2017, on va avoisiner les 4 millions de chiffre d'affaires, et ce qui aujourd'hui représente à peu près 8 cabanes par mois en termes de construction et de pose. On va doubler notre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que là même on envisage de faire un nouvel atelier en fait pour pouvoir vraiment nous améliorer en productivité et aussi en confort de travail. En pin Douglas et Mélèze, issus de la région Limousin, les structures imaginées en Périgord sont parfois étranges, comme cette sphère destinée à être suspendue dans les arbres. Prix moyen d'une cabane, environ 50 000 €. Cette initiative à présent en Moselle pour sensibiliser les enfants au handicap. Des ateliers de mise en situation sont organisés toute la semaine dans les écoles de Thionville pour que les enfants comprennent ce que vivent leurs camarades handicapés. Belle arrêt chez les filles, jouez. Pas facile de rattraper un ballon les yeux bandés, même lorsque celui-ci est équipé d'un grelot. On voit rien, donc c'est un peu dur. Ça nous montre comment les aveugles ou les malvoyants ils font, donc j'aime bien. Prendre conscience des difficultés quotidiennes d'une personne en situation de handicap, voilà l'objectif de ces journées de sensibilisation. Au total, 6 ateliers différents sont cette semaine destinés exclusivement aux scolaires.
Pour avoir rencontré souvent des parents d'enfants en situation de handicap, on sait que l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles est assez difficile. Donc pour ça, il fallait expliquer aux enfants ce qu'était réellement le handicap, notamment les handicaps invisibles comme les dys ou l'autisme, de façon à ce qu'eux-mêmes après puissent comprendre les difficultés de leurs camarades et puissent éventuellement les aider après au sein des écoles. Souvent, voilà, ils sont dans leur petite bulle, ils sont dans leur petit monde, et ce genre de choses, ils se rendent pas compte qu'une personne en fauteuil, elle va avoir des difficultés au quotidien, même à aller juste acheter sa baguette de pain, de se mettre dans la situation, de se mettre dans la peau, de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas vues au quotidien. C'est une vraie prise de conscience. À la fin de la semaine, près de 400 enfants de Thionville auront ainsi été sensibilisés au handicap. Et puis refermons cette édition avec cette belle idée à Nice. Des artistes de rue sont mis à contribution pour embellir une zone de chantier. Les graphes jadis proscrits de l'espace public sont désormais plébiscités pour cacher temporairement le bal des pelleteuses. L'heure des derniers collages, des derniers découpages pour Automne. Après Brian Caddy, Faben ou encore Nazika, le graffeur niçois finalise à son tour son œuvre dans ce nouveau quartier de Nice-Méridia. Une fresque de 15 mètres tout en courbe, en couleur et en mots, un rempart artistique pour contenir la fureur des pelleteuses. Chacun a pu travailler comme il le voulait. On a eu Brian Caddy qui a travaillé justement sur les inspirations de Jean Nouvel. Wolf à côté avec les mains qui a voulu justement travailler sur le côté de l'interconnexion, de l'échange. Et moi j'ai voulu travailler sur l'écologie, sur l'idée de cité intelligente, de bâtiments intelligents. Autant faire passer un message et travailler avec le lieu et faire en sorte que les œuvres aient un vrai sens dans le lieu où elles sont présentes. Donner du sens à un art que d'aucuns trouvent sauvage. C'est le défi que semble avoir relevé Nice avec le street art, un remède miracle que l'on n'hésite plus à brandir et même à réclamer pour panser les plaies de la ville, les cicatrices. Un comité de quartier du Bas-Fabron, par exemple, qui nous a demandé, qui est venu nous voir en nous disant l'ensemble des habitants du Bas-Fabron demandent à ce qu'un tunnel de routier qui est triste soit orné d'œuvres de street artistes. C'est bien pour les street artistes qui, comme ça, ont des lieux pour s'exprimer, ce qui n'était pas forcément évident à Nice. Et c'est bien aussi pour les habitants qui, comme ça, embellissent des lieux et les trouvent beaucoup plus joyeux. Pas de révolution sans écologie, peut-être. Pas d'embellissement sans art urbain, c'est en revanche à Nice certain. Des œuvres qui restent malgré tout éphémères et qui ici, comme sur le chantier du tram, disparaîtront sitôt retombée la poussière des chantiers.